Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale sur principalement, on va parler de la tuberculose. On va faire une petite aparté pour dire d'où on en est sur la DNC, hein, la dermatose nodulaire contagieuse là. Et donc, je donne la parole aujourd'hui. J'invite Hélène Banoun, scientifique. Donc, Hélène, tu vas te présenter pour nous parler beaucoup de la tuberculose et un peu avant d'où on en est sur la DNC. Bonjour Hélène. Bonjour, alors merci de m'inviter. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis pharmacienne avec une spécialité biologie médicale. J'ai fait de la recherche il y a quelques années à l'INSERM, donc j'ai été chercheur INSERM. Et donc, depuis la Covid, j'ai beaucoup publié sur la virologie, l'immunologie, la vaccinologie, donc dans des revues scientifiques. Et je me suis intéressée depuis un peu plus d'un an donc à la dermatose nodulaire contagieuse des vaches, quand j'ai vu qu'il y avait une crise avec enfin, que les éleveurs avaient besoin d'aide, quoi. Et donc, j'ai beaucoup publié là-dessus. Alors, pas en revue scientifique, je ne suis pas vétérinaire, mais je sais quand même lire les publications scientifiques et je connais quand même un petit peu en virologie, immunologie. Donc, voilà, je pense avoir mon avis à donner pour un peu donner une information indépendante et sans conflit d'intérêt aux éleveurs et à toute la population sur ces maladies animales. Voilà. Oui, très bien. On voulait faire, avant de parler puisque le titre de cette vidéo, c'est la tuberculose bovine, qui existe depuis longtemps et qui pose de gros problèmes, des drames. Mais on va faire une petite aparté d'où on en est dans la DNC Alors, aujourd'hui. la dermatose nodulaire. Donc, aujourd'hui, officiellement, en France, il n'y a plus de cas depuis le mois de janvier 2026. Je dis bien officiellement, et je n'en Oui, dirai pas plus. voilà. En Sardaigne, on a eu des cas entre avril et officiellement toujours début juillet. Il y a eu des cas dans des élevages vaccinés, et ce ne sont pas que des jeunes veaux qui sont nés après la vaccination, mais il y a eu des adultes qui avaient été vaccinés en 2025 et qui ont été malades, voilà, enfin qui ont eu des nodules, voilà. Donc ça circule toujours. Alors en Espagne, c'est pareil, officiellement il n'y a plus de cas. Il y a eu revaccination, une campagne de revaccination en France, en Italie, enfin en Sardaigne et en Espagne, avec une vaccination obligatoire qui a été décidée par ces trois pays, alors que l'Union européenne, elle, pour cette maladie qui est classée en catégorie A, elle autorise les pays à décider d'une vaccination, mais elle ne demande pas une vaccination obligatoire. Elle demande que lorsqu'on vaccine, on ait 95% des élevages qui soient vaccinés et qui représentent 75% des bovins. Voilà. Elle demande D'accord. ce seuil, c'est un seuil un peu théorique pour obtenir une immunité vaccinale. Mais la France, l'Italie et l'Espagne ont décidé de rendre la vaccination obligatoire à 100%. Et donc, encore récemment, il y a quelques éleveurs un peu partout, enfin, surtout en France et en Sardaigne, qui résistent et qui sont vaccinés de force. Donc la dernière Oui. dont vous avez entendu parler, c'est l'élevage de Kyria et Emmanuel Gay dans l'Ariège, où ils sont arrivés à 5 heures du matin sans le dire aux éleveurs et où ils ont vacciné de nuit les vaches sans les prévenir. Et puis il y a des éleveurs aussi du Gers qui ont déposé un recours au tribunal pour surseoir à la vaccination obligatoire. Et ce recours a été refusé sans motivation, parce qu'on avait donné comme argument, enfin l'avocat avait donné comme argument que je lui avais fait passer, que justement en Sardaigne, malgré une couverture vaccinale de 95 ou 98%, il y avait des cas chez des adultes vaccinés et des veaux non vaccinés. Donc le virus circule toujours. Donc voilà, malgré cette démonstration que la vaccination, elle ne marche pas à 100%, ils ont refusé le recours. Et je pense que c'est parce qu'en fait, ils savent très bien que le virus circule partout et ils veulent surtout pas que ça se voit. Donc, ils revaccinent et revaccinent à tour de bras. Je pense que c'est ça l'explication. Mm. Sachant que c'est pas une maladie dangereuse ni pour l'homme, ni pour la viande, ni la viande est consommable. La DNC, c'est pas dangereux. Voilà, la viande est consommable, tous les produits sont consommables, le lait, les fromages, et même pour les animaux, ce qu'on a vu d'après les résultats des chiffres, les données qu'on a en Europe lors de cette épidémie de 2025, les données confirment ce qu'on avait des épidémies
précédentes, aussi bien en Europe, dans les Balkans qu'ailleurs, c'est-à-dire que la mortalité est très faible. Ah oui, La mortalité, elle est entre 0 et 0,4%. Donc, ce n'est pas une maladie grave pour les bovins. Ça peut être grave chez des bovins qui sont en mauvaise santé ou chez des jeunes veaux. Voilà. d'accord. Et donc les vaccins, là, c'est des vaccins, c'est pas de l'ARN messager, les vaccins pour les bovins, hein. Alors, surtout pas, je l'ai répété des centaines de fois, c'est pas de l'ARN messager, c'est des vaccins à virus vivant atténué. Donc, c'est la première formule de vaccin qu'on a utilisée dans l'histoire de l'humanité, hein. C'est la même chose que les vaccins variole. D'ailleurs, un virus qui est très proche de la variole humaine. Donc, c'est des virus vivants atténués qui peuvent reproduire un peu la maladie atténuée chez certaines vaches, donc ils peuvent donner des nodules aussi, voilà, Oui, et un petit peu de fièvre, mais en moins grave que la maladie due au virus sauvage, voilà. Et donc, le virus, il n'est pas dangereux pour l'homme. Par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans certains pays, par exemple en Afrique, le fabricant demande, lorsque les animaux sont vaccinés, qu'il y ait une période d'attente de une semaine ou moins, je crois, pour le lait et la viande, parce que le virus vaccinal peut passer dans le lait et dans la viande, jusqu'à 3 semaines, hein. Ça a été montré. Donc, bon, bien que ça ne soit pas dangereux pour l'homme, c'est bien, ça serait bien quand même d'avoir une période d'attente, ça serait plus prudent, disons. et après, il peut y avoir des effets indésirables comme toute vaccination. Alors, il y a beaucoup d'effets indésirables qui nous sont remontés, nous, des témoignages individuels. C'est pour ça que avec Laurent Toubiana, donc épidémiologiste INSERM, ancien directeur de recherche INSERM, nous avons lancé une enquête scientifique indépendante, anonyme, complètement anonyme, je le précise, pour justement que les éleveurs puissent déclarer les effets indésirables sans craindre que les autorités viennent dans leur élevage. C'est le virus, il faut abattre le troupeau. Voilà. Donc, parce que nous, on voudrait savoir exactement, enfin pas exactement, mais avoir une idée un peu scientifique de ces effets indésirables qui nous ont remontés avec euh, des, des, des effets indésirables qui ressemblent à la maladie, des vaches qui boitent, des veaux qui sont morts, des avortements, et puis des décès d'animaux aussi. On a tout ça, quoi, hein. Et on voudrait avoir un peu une idée de, voilà. Et on pense que ça, comme j'ai déjà expliqué, que c'est dû à différents lots de vaccins qui ne sont pas homogènes. Il y a des lots qui doivent être surdosés et qui peuvent donner ces effets indésirables. D'accord. Donc ça, c'était la parenthèse qu'on a fait sur cette DNC qui fait couler beaucoup d'encre et puis qui traumatise beaucoup les éleveurs. Parce que l'abattage qui a été fait pour cette DNC ou la vaccination obligatoire a rendu les campagnes sous tension, hein, quand même, hein. Et oui, et elles sont aussi sous tension de manière plus silencieuse, donc avec la tuberculose bovine, parce que ça, c'est une maladie qui est ancienne, qui est endémique, et qui pose aussi beaucoup de problèmes, bien qu'on en parle moins, et aussi beaucoup de stress aux éleveurs. Voilà. Alors donc la tuberculose, là on parce qu'il y a plein de maladies, hein. Il y a la bruxellose, il y a la fièvre afteuse, il y a eu la vache folle, mais là la tuberculose, donc qui est contagieuse à l'homme, alors ça va dans les deux sens, puisque ça va de l'animal à l'homme, mais ça peut aller de l'homme à l'animal. Cette tuberculose, pareil, on a été vérifié, elle est classée en catégorie A, c'est bien ça qui pose problème. Et à partir de là, ben souvent, malheureusement, dans notre entourage, on constate que il y a eu peut-être, est-ce qu'on peut parler d'amélioration avec le sélectif? Je ne sais pas si on peut prononcer le mot amélioration, parce que le sélectif, des fois, se termine en abattage total parce qu'ils en retrouvent. Est-ce que le sélectif, c'est un point positif? Et quand ils parlent, certains vétérinaires, certains, qu'il faut éradiquer la tuberculose, on va pas pouvoir l'éradiquer parce qu'il y en a dans la faune sauvage, il y en a partout. Voilà, donc ça, je vais en parler, hein, puisque voilà, le titre, c'est donc une éradication illusoire, puisque c'est une bactérie qui se trouve dans la faune sauvage, qui est très résistante dans l'environnement et qui peut infecter l'homme et voilà, tout un tas d'animaux. Donc, elle n'est pas éradicable, hein, forcément, quoi. Elle sera là, on peut juste la contrôler. Voilà. Donc, moi, c'est tous les détails de ce que je veux dire là, avec toutes les références vers des publications scientifiques ou vers des documents officiels. Ça se trouve sur le lien que j'ai donné. Là, c'est ma page ResearchGate, donc ma page de chercheur où j'ai déposé ça. Et je pense que bientôt, ça va être déposé aussi sur le site de Bon Sens. Donc, Bon Sens, c'est une association qui, euh, qui a beaucoup publié
mes articles sur les maladies animales, hein, voilà. Et c'est une association qui soutient aussi notre enquête indépendante scientifique anonyme sur les effets indésirables de la dermatose, hein. Voilà. Alors, pour ce qui est sur la tuberculose, donc, pardon, Oui. Mhm. voilà, je passe Ah devant oui, passer à la deuxième page. Oui, voilà. voilà. Donc, c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie, un microbe qui peut atteindre l'homme aussi. Alors, l'homme, lui, il est atteint principalement par Mycobacterium Oui. tuberculeux, les animaux et les bovins en particulier, plutôt bah, Mycobacterium bovis, mais ça peut aller, chaque souche peut aller infecter l'autre. Alors, il y a donc le petit schéma, c'est un petit schéma officiel là, que vous avez en haut à droite. Donc, il y a une transmission à l'homme par la viande et le lait cru, un cru, parce que quand c'est cuit, quand c'est pasteurisé, ça craint pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pasteurisé le lait, c'est à cause de la tuberculose, hein, historiquement. Et aussi, la faune sauvage, elle peut être infectée et il y a des passages entre les bovins et la faune sauvage dans les deux sens, et aussi bien de l'homme aux bovins dans les deux sens. Voilà. Les animaux sensibles, donc, c'est les bovins, les chèvres, les porcs, les carnivores, comme les blaireaux, les sangliers, et puis il y a d'autres mammifères et même des oiseaux. Voilà. Puisqu'il y a aussi une souche qui s'appelle Mycobacterium avium et qui est aussi, qu'on recherche aussi pour des raisons de diagnostic. Il y a même les Donc c'est, oiseaux. alors, c'est pas ces souches-là, mais ils ont D'accord. aussi leur tuberculose à eux, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, D'accord. ils ont leur Mycobacterium avium, des oiseaux, quoi. Donc, c'est une bactérie qui résiste dans l'environnement, hein. Elle est très résistante, elle se met sous forme de spore et quand les conditions ne sont pas favorables, elle se protège et elle peut se remultiplier lorsque les conditions sont favorables. Alors, au niveau chez l'homme, donc en 2024, en Europe, il y avait 171 cas de tuberculose chez l'homme, mais qui étaient dus à la bactérie bovine, donc Mycobacterium bovis. Il y en avait zéro en France. Il n'y a pas de tuberculose humaine due au bacille des animaux. Il y en avait 8 en Suisse, alors qu'en Suisse, il n'y a pas de tuberculose bovine normalement. Mais ces cas-là, ils venaient de hors UE, c'est-à-dire des gens qui venaient de pays où elle est beaucoup plus endémique. Ah oui, d'accord. Et donc, au niveau de la charge mondiale de la tuberculose humaine, c'est 1,4%, c'est-à-dire le pourcentage de tuberculose humaine qui est dû à la bactérie bovine, c'est 1,4% seulement. Alors, ça, elle a surtout un impact économique puisqu'elle empêche l'exportation de produits au lait cru et de bovins vivants. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, en France, spécialement, depuis 2001, on a le statut indemne puisqu'on est en dessous des 0,1% des troupeaux qui sont infectés. Ça, c'est le seuil de l'Europe. La Suisse, elle n'est pas dans l'Europe, mais elle suit un peu les mêmes réglementations. Là, je parle de la Suisse parce que j'en avais parlé avec des éleveurs suisses. Oui. Il y a aucun cas chez les bovins en Suisse en 2024. Voilà. Alors, donc ce risque zoonique, c'est-à-dire de zoonotique de transmission à l'homme, il est quand même à relativiser parce que euh, historiquement, en l'absence de lutte efficace, c'est-à-dire pasteurisation du lait, la proportion des cas de tuberculose humaine dus à la bactérie bovine, elle pouvait être de l'ordre de 10 à 30% avant les années 50, ça c'est en France, hein. Alors actuellement, on a vu que c'était beaucoup plus faible et l'incidence chez l'homme, ça ne dépend pas exclusivement de l'incidence chez les bovins, puisque le pays le plus touché chez l'homme, c'est l'Espagne, avec une incidence chez les bovins qui est de 1,49, alors qu'en Irlande, où il y a 9% des bovins qui sont touchés, des troupeaux qui sont touchés, l'incidence chez l'homme est plus faible. Mais après, ça dépend des moyennes locales, des moyennes, parce que localement, il peut y avoir des zones où la prévalence est très forte chez les bovins, en Espagne, même si la moyenne nationale est faible, et ça peut donc passer à l'homme. Donc voilà, le risque zoonotique, il est à relativiser en fonction des régions géographiques. Alors, la réglementation européenne, donc c'est la loi santé animale 2016 qui est appliquée depuis 2021 en France. Donc, c'est une maladie à éradication obligatoire, comme en Suisse aussi. Donc, on a le statut indemne si on a moins de 0,1% des troupeaux infectés pendant 6 ans, et ensuite on le conserve. Au bout de 6 ans, on le conserve. Mais ça implique une surveillance obligatoire. Et dès qu'un foyer est détecté, il y a des restrictions de mouvement et un abattage des animaux infectés, ou, ça c'est ce qu'on appelle l'abattage sélectif, ou un abattage total du foyer. L'Europe n'implique pas l'abattage total comme ce qui se passe pour la dermatose nodulaire contagieuse.
Alors que, je rappelle, c'est quand même une maladie qui est plus grave, théoriquement, puisqu'elle peut passer à l'homme, alors que la dermatose, non. C'est donc aux États membres ou Alors oui, tiens, oui. j'avais tout de suite une Oui. question. Il y a combien de temps que ça existe, l'abattage sélectif? Parce que je sais que moi, par mes grands-parents, la tuberculose était connue comme une maladie dangereuse. Alors, il y avait des décès. Officiellement, ils disent qu'il y a encore une trentaine de décès chaque année, mais pas liés qu'à la tuberculose. C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie ou qui a un cancer. Et s'il chope la tuberculose en plus, ça vient affaiblir la personne. Mais depuis quand on a l'abattage sélectif sur Alors voilà, les... ça, je vais en parler après parce Ah que c'est oui, important. Voilà, je vais vous montrer des courbes qui montrent justement l'évolution de la lutte officielle et ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Alors, donc ça, c'est ah tiré oui. d'un article officiel, hein, de vétérinaire français officiel. Donc, ça vous montre l'évolution du pourcentage de prévalence instantanée des cheptels infectés par la tuberculose, c'est-à-dire ce qu'on trouve, le Ah oui. pourcentage de troupeaux infectés, voilà. Depuis 1954. Alors, vous voyez qu'en 1954, il y avait 25% des troupeaux qui étaient infectés. Et la lutte a commencé et on s'est mis à faire des abattages partiels, hein, uniquement, et sélectifs, quoi, des animaux qui étaient malades et Mhm. détectés par intradermoréaction, voilà, par cutiréaction, voilà. Et donc, vous voyez que ça a baissé, en fait, rapidement avec cet abattage sélectif. Et vous voyez que dans les années 80, on était presque à zéro. Et vous voyez que l'abattage total officiel, c'est-à-dire officiellement, il fallait abattre tous les animaux, il a été décidé qu'en 1988, mais en fait, à cette période-là, il n'était pas vraiment appliqué, quoi. Parce qu'auparavant, c'était 5 à 10%, et en 1988, ça a été décidé. Mais en fait, il a été vraiment appliqué en tant qu'abattage total systématique qu'en 1999. Et vous voyez qu'on était déjà proche de zéro, quoi. Et Donc, c'est pourquoi pas. ils ont décidé l'abattage total? Alors là, c'est important. C'est une décision française ou européenne, ça? Alors ça, c'est les données françaises, voilà. Ah oui, Parce que avant la loi santé animale dont je vous ai parlé de 2016, je pense que c'était pas unifié au niveau européen, c'était chaque pays oui, je qui pense. décidait plus ou moins, voilà, Mhm. hein. Voilà. Donc ça, c'est important de voir que l'abattage sélectif, c'est lui qui a fait beaucoup diminuer. Ah Évidemment, oui. quand il y a beaucoup de troupeaux infectés, ça a un effet rapide, enfin, un effet très efficace. Après, moins on a de troupeaux infectés, plus on a du mal à avoir zéro, zéro, quoi. Tout à fait. Alors, la détection, donc, c'est le test standard, c'est l'intradermoréaction. Donc, la cutie, c'est comme ce qu'on nous faisait, nous, quand on était petits, nous, les vieux, hein, avec le BCG. Enfin, on Oui. faisait une cutie réaction avant de faire le BCG pour voir si on avait déjà une réactivité immunologique. Donc, il y a la cutie simple, IDS, ou alors la cutie comparative, justement, où on met la bactérie du bovine et la bactérie des oiseaux aviaires. Et ensuite, on injecte ça dans la peau du cou. On mesure au cutimètre, donc vous voyez le petit dessin là, et puis, on fait la comparaison de l'épaississement du pli de la peau après 72 heures, après plus ou moins 4 heures. Enfin, vous voyez, c'est assez subjectif, c'est pas un truc très précis, quoi. Mais par contre, c'est assez spécifique, quoi. Quand il y a une réaction positive, c'est que, en général, il y a une infection. Ça ne veut pas dire que l'animal est malade, mais il porte la bactérie. Donc, pour augmenter la sensibilité, parce que c'est spécifique, mais c'est pas très sensible, ben, on a mis au point un autre test qui est le test interféron gamma. C'est un test indirect, on prend du sang et on prend les cellules du sang, des lymphocytes, et on les met en présence d'antigènes de mycobactéries et on voit si elles, elles secrètent. Alors, c'est plus sensible, mais c'est moins spécifique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et le problème, c'est que c'est un équilibre difficile à trouver Il entre y a beaucoup de sensibilité. faux positifs. Voilà, c'est-à-dire que si on met un seuil trop bas, eh ben, on va avoir des faux positifs. Si on met un seuil trop haut, on va avoir un manque de sensibilité. Donc, c'est un équilibre très délicat à atteindre en fonction des seuils de positivité. Et la spécificité, elle varie avec la race. C'est-à-dire que les vaches laitières qui ont tendance à avoir quand même plus d'infections, elles sont plus fragiles que les vaches allaitantes, eh bien, elles sont plus sensibles. C'est-à-dire, naturellement, elles ont un taux basal d'interféron qui est plus élevé. Donc, elles vont plus réagir à ce test-là. Donc, ça dépend de la race, ça dépend de l'âge de l'animal, parce que c'est les tout jeunes et les très vieux qui réagissent plus. Ça dépend des régions, ça dépend de la saison du prélèvement, puisque en hiver, c'est comme nous un peu,
les humains, le système immunitaire, il est plus pro-inflammatoire, donc il va réagir plus. Ça dépend des co-infections, donc ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc quand on met des seuils théoriques qui sont unifiés pour toutes ces conditions-là, bah forcément, on va avoir des problèmes. Des fois, ça va être trop, le seuil va être trop bas et des fois trop haut. Je comprends. Et voilà. Et il y a des contraintes techniques aussi. Il faut que le sang soit maintenu à, euh, entre 17 et 23 degrés. Donc ça veut dire qu'en en plein hiver ou en plein été, bah, ça va être difficile. Et il faut au maximum 6 à 8 heures de transport. Voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. Voilà. Et, et ce qui fait, selon les seuils, il y a des faux positifs. Alors, par exemple, en Dordogne, ça c'est les documents officiels, il y avait jusqu'à 78% de faux positifs et même jusqu'à 100% de faux positifs en Camargue chez les taureaux de combat. Et en Espagne aussi, chez les taureaux de combat, c'est pareil, il y a beaucoup de faux positifs. Donc, en fonction des seuils d'interprétation, le pourcentage varie énormément. Le pourcentage d'animaux infectés va varier, puisque si on met un seuil très bas, on va les trouver tous infectés. Un seuil très haut, bah, on va en rater, on ne va pas les trouver infectés. Et alors, un faux positif, ça veut dire qu'on a un test interféron qui est positif, mais il n'y a pas de lésion tuberculose à l'autopsie. Alors là, en bas, je vous ai mis juste la faune sauvage des cerfs et des sangliers, parce que lors d'essais de vaccination de la faune sauvage, eh bien, il a été remarqué qu'il n'y avait pas de corrélation justement entre le résultat d'un test interféron dans cette faune sauvage et les lésions tuberculoses. C'est-à-dire que, voilà, il y a des fois des tests positifs avec pas de lésions ou des tests négatifs avec des lésions. Donc, voilà, il y a vraiment une assez mauvaise corrélation entre les deux, entre le résultat de l'interféron et la présence de lésions tuberculeuses. Alors, en ce moment, moi, j'étais en contact avec des éleveurs de Normandie. Il y a des abattages selon une interprétation sévère. Parce que d'après les textes officiels de l'ANSES, il y a le choix entre faire une interprétation sévère du seuil de positivité Oui. ou non, non sévère. Et ça dépend des régions, ça dépend de la zone, si c'est une zone infectée ou pas. Voilà, c'est toujours adapté très localement. Et donc, il y a eu des abattages parce qu'ils ont fait une interprétation sévère sur des animaux qui étaient soit positifs faibles, soit douteux ou soit ininterprétables. Et quand un animal il est ininterprétable deux fois de suite, c'est-à-dire par exemple une vache qui a un état immunitaire pas très bon et qui a donc une tendance à surréagir au test, aux témoins positifs hein, du test interféron, pas juste à la bactérie tuberculeuse, eh ben, deux fois de suite, elle est ininterprétable, eh ben, on la bat, alors qu'elle n'est pas forcément atteinte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'ANSES qui le reconnaît. Elle dit le protocole utilisé sursélectionne les faux positifs. Ça, c'est elle disait ça en 2019. Sursélectionne des faux positifs. Voilà, ça sursélectionne les faux positifs. Voilà. Mm. Alors, à propos de ces choix de seuil d'interprétation, je vous ai mis l'exemple de l'Irlande. Alors, l'Irlande, il y a deux pays, donc la République d'Irlande du Nord, qui est dans l'UE, et et la République d'Irlande du Sud, qui est non, pardon, je me suis trompée. Voilà. L'Irlande du Nord, elle est dans le Royaume-Uni, donc elle n'est plus dans l'UE, et la République d'Irlande du Sud, elle est dans l'UE. Voilà. Donc, en Irlande du Nord, c'est une île qui est très contaminée. Il y a 10,7% des troupeaux qui sont infectés. En Irlande du Sud, il y en a 6,4%, donc un peu moins. Et il y a deux réglementations différentes. Donc en Irlande du Nord, c'est donc pas l'UE, c'est le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne. Et donc eux, ils ont décidé que l'abattage des animaux positifs était facultatif. Parce que chaque éleveur peut dire, bon d'accord, celui-là, dans mon troupeau, il y a des animaux qui sont positifs mais qui ne sont pas malades, ben, on ne va pas les abattre, il peut choisir. Et donc, si vous voyez, dans ce pays-là, en Irlande du Nord, ils ont abaissé les seuils pour augmenter la sensibilité. Mais ça a moins d'impact sur les abattages puisque l'éleveur peut choisir. Vous voyez, ils vont Voilà. détecter plus d'animaux parce qu'ils abaissent le seuil, mais l'éleveur peut dire, non, non, on ne les abat pas, on attend. Alors qu'en Irlande du Sud, au contraire, comme ils sont dans l'UE,
Eh bien, ils ont décidé abattage obligatoire des positifs. Donc, du coup, ils ont relevé le seuil pour diminuer les faux positifs. Donc, vous voyez, Ah oui, dans la même île, ils utilisent pas ils adaptent les seuils en fonction de la réglementation des abattages. Et alors, cette adaptation-là, c'est quoi son résultat, en fait, sur l'élimination de la tuberculose? Ben voilà, c'est pas clair parce que si on compare les deux, il y a eu une évolution du pourcentage de troupeaux infectés. On voit à gauche la République d'Irlande du Sud, donc où il y a, on voit que c'était parti de plus bas, puisque ça partait de 5 ou 7%, puis pour une raison qu'on ne connaît pas, ça a baissé, mais d'ailleurs ça a baissé aussi en Irlande du Nord, donc voilà, oui, ça baisse, et puis ça remonte. Donc, et puis la différence entre le taux le plus bas et puis le taux le plus haut, bah, c'est pareil, puisque c'est en Irlande du Sud où ils abattent tous les troupeaux, 100%, on a multiplié par 1,85 depuis le minimum, et en Irlande du Nord, où ils abattent que sélectif, on a multiplié par 1,78. Donc, bah, le oui, résultat, alors évidemment, comme c'est parti de plus haut, il y en a plus, mais le oui. résultat, ça n'a pas l'air. Ils s'en tirent pas mieux au Sud en abattant tous les troupeaux. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais le résultat, c'est que c'est pas clair du tout que c'est mieux. Voilà. Alors, et décide aussi en Europe de modifier l'interprétation, par exemple, chez les taureaux de combat, parce que c'est des animaux qui valent cher, c'est une tradition qui amène des touristes, c'est une tradition ça fait partie du patrimoine culturel, les corridas. Donc, euh, et pourtant, il y a une incidence élevée de la tuberculose, mais ils font un abattage sélectif, parce que sinon, ils élimineraient tous les taureaux de combat, quoi. Ah bah oui. Donc voilà, et la baisse de l'incidence, elle est comparable avec les troupeaux classiques, parce que donc chez les taureaux de combat, ils font un abattage très sélectif, ou même des fois, enfin vraiment très sélectif, j'explique tout ça dans mon article, mais ils les séparent, ils font se reproduire que les animaux qui sont pas malades et tout ça. Et donc, malgré cette différence avec les vaches, enfin les vaches laitières ou allaitantes, où on abat tout, eh ben, la baisse de l'incidence, elle est comparable. C'est comme ce qu'on a vu en Irlande. La baisse d'incidence, elle n'est pas plus forte quand on fait un abattage total qu'un abattage sélectif. Et là, un cas récemment en Espagne, c'était en juin 2026, il y a eu un abattage total de 200 vaches en Catalogne, qui est une zone indemne. Et là, ils ne se sont pas posé la question parce que comme c'est une zone indemne, ils se sont dit on fait abattage total, comme ça on risque rien. Sauf que Bon. les n'ont pas eu communication des résultats d'analyse et il n'y a pas eu d'autopsie prévue. Donc en fait, on ne sait pas du tout. Il y a juste eu un test interféron ou intradermo, on ne sait pas trop. Et ils ont décidé qu'il fallait abattre, mais en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, il n'y en avait aucune qui était malade. Voilà. Donc c'est vraiment très, très variable suivant les régions et les races. Alors, qu'est-ce qui peut influencer ces protocoles d'abattage? Ben, c'est la lutte des éleveurs, justement. Parce que, en fait, c'est une évolution rigoriste des politiques d'abattage, puis des assouplissements face à la lutte des éleveurs. À chaque fois, c'est un balancier, quoi. Les autorités, elles ont tendance à augmenter la sévérité, et puis les éleveurs, ils résistent, et du coup, ils sont obligés de revenir en arrière. Donc, en 2004, il y a eu donc, je vous rappelle qu'on a le Stade de France inférieur à 0,1% des troupeaux infectés depuis 2001. En 2004, il y a dû y avoir quelques cas. Il y a eu un renforcement de la surveillance. Donc, il y a eu des abattages plus fréquents. Il y a eu une opposition, donc en 2008, des éleveurs, et là, on est revenu à l'abattage sélectif. Et puis après, il y a eu la loi santé animale qui a été appliquée en 2021, et là, on est revenu à l'abattage total en cas de lésion évolutive trouvée chez un animal. Et de nouveau, il y a eu une lutte des éleveurs. Là, je vous ai mis la photo, c'est des éleveurs basques qui se sont battus avec un syndicat basque qui est affilié à la Confédération paysanne. Et ils se sont battus pendant des mois parce qu'à chaque fois, on leur abattait une partie du troupeau, on leur disait qu'il faut tout abattre, mais ils résistaient. Et donc, grâce à leur opposition, maintenant, on est revenu à un abattage sélectif possible sur négociation, même s'il y a détection de lésions tuberculeuses évolutives. Voilà. Donc, tout ça, c'est un balancier. Quand les éleveurs se battent, bah, ils arrivent à obtenir un petit peu des choses. Parce que sinon, c'est un stress horrible pendant des années, puisqu'on leur abat une vache, deux vaches, on fait une autopsie, on vient leur dire,
Ah ben super, elle n'était pas malade, d'accord, mais elle est morte, elle est abattue. Et puis après, 6 mois après, ils reviennent, ou 3 mois après, ils reviennent, ils refont des tests. Ah, il y en a une qui est positive, donc on l'abat. Ah ben super, elle était pas atteinte, vous voyez. Et au final, bah, comme ces éleveurs basques, ils n'avaient pas résisté, ils se seraient retrouvés avec zéro vache, alors qu'ils ont quand même réussi à maintenir, enfin, à sauver une partie non négligeable de leur troupeau. Voilà. Donc c'est vraiment la lutte qui paye, quoi. Alors, donc je vous ai dit que la bactérie, elle était dans la faune sauvage. La faune sauvage, c'est les blaireaux, les sangliers, les cerfs, qui sont un réservoir de cette maladie qui passe de la faune sauvage au bovin domestique dans les deux sens. Et il y a des régions d'Espagne, par exemple, des régions hein, où il y a jusqu'à 50% des sangliers qui sont infectés. Et en France, dans une forêt de Normandie, il y a juste une infestation qui va jusqu'à 42% de la faune sauvage. Et il y a toujours une corrélation avec l'infestation des troupeaux, c'est-à-dire on trouve les mêmes souches et puis on trouve une augmentation de l'incidence chez les bovins lorsqu'il y a une augmentation de l'incidence dans la faune sauvage. Donc pour essayer d'empêcher ça, il y a eu des essais de vaccination des blaireaux, des cerfs et des sangliers par voie orale, c'est-à-dire on leur met ça sur des appâts, on met du BCG sur des appâts. Alors ce qu'on a vu, c'est que ça réduit les lésions chez les cerfs, chez les sangliers, et chez les blaireaux, c'est pas très clair, ça les réduit, mais des fois, ça les aggrave. Donc, mais ça protège pas complètement la faune sauvage. Donc, c'est pas la solution, quoi, parce que ça va réduire chez certaines espèces, mais chez d'autres, ça peut. Parce que si un blaireau, par exemple, il est déjà infecté et qu'on lui fait qu'il avale un appât avec le BCG, eh ben, ça peut aggraver ses lésions. Donc, c'est encore pas la solution, quoi. Alors, il y a justement à propos des blaireaux, là, je fais une petite diapo sur la biosécurité. Donc, pour lutter contre ces maladies, bah, voilà, c'est se protéger contre la faune sauvage, quoi, parmi les autres mesures, quoi. Parce que la faune sauvage, elle est vue comme un danger et Oui. non comme indispensable à l'équilibre de la biosphère, quoi. Et par exemple, pour la peste porcine, les porcs, ils sont séparés des sangliers par des clôtures électrifiées. Les volailles, elles sont protégées des oiseaux sauvages pour la Oui. grippe aviaire en les enfermant. Et les bovins, par exemple, euh, là, je vous ai mis une petite diapo sur les blocs de minéraux. Il y a, par exemple, des vétérinaires qui sont passés dans des zones où il y avait de la tuberculose et qui ont dit non, ça, faut pas mettre le bloc de minéraux parce qu'il y a un blaireau contaminé qui peut venir le lécher et puis il va contaminer la vache. Donc il avait supprimé les blocs de minéraux dans les champs. Alors pour les élevages qui vont en bâtiment, ça va, ils peuvent lécher à l'intérieur, mais ceux qui sont en plein air intégral, bah, ils peuvent pas. Donc c'est un peu débile parce que on va empêcher les vaches qui sont en plein air intégral de se supplémenter en minéraux, qui sont bons justement pour leur système immunitaire, pour les protéger de la tuberculose, sous prétexte de biosécurité. Voilà. Donc c'est toujours pareil, il y a des équilibres à trouver, c'est compliqué, quoi. Alors, je reviens sur une courbe qui est dans le même article dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ici l'évolution de l'incidence et de la prévalence depuis 1995 en France. Donc, on voit en bleu, c'est la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage infecté au bout d'une année, et l'incidence, c'est le pourcentage de troupeaux nouvellement infectés. Et vous voyez que la prévalence, donc en violet, elle a tendance à augmenter. Je vous rappelle que depuis 2001, on a le statut indemne à moins de 0,1%. Alors 0,1%, c'est ici, voilà. Et depuis 2001, ça a tendance à augmenter. Mais en fait, le nombre de troupeaux infectés, bah, finalement, il ne bouge pas tellement. Bah Parce que non. comme il y a une diminution du cheptel bovin en France, eh ben, du coup, avec le même nombre de troupeaux infectés, on a un taux de prévalence qui augmente et qui flirte tout le temps avec ce fameux seuil de 0,1%. Et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus rigoristes et qu'ils veulent absolument abattre tous les troupeaux où il y a un test interféron positif parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on redépasse ce seuil de 0,1%. Et donc, ça devient un truc, une application enfin, Alors, la réglementation et ce seuil et le fait que les cheptels diminuent qui fait que ça devient de plus en plus rigoriste et c'est pas le nombre de troupeaux infectés, quoi. ce seuil de Voilà, 0,1%, c'est toujours. oui, c'est pour ça que dans certains départements,
on pense qu'il y a un protocole à la carte, mais ça dépend du taux d'infection du département ou de la zone, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réactions des fois d'un département à l'autre. Et pourquoi avoir mis 0,1%? C'est bête ma question, mais pourquoi pas Alors, 0,2 alors c'est ça, lié à l'exportation, c'est lié à quoi? le problème des règlements européens, c'est que qui est-ce qui les fait? Est-ce que c'est discuté publiquement avec les syndicats? Alors, c'est la COGEPA, Le Copa-Cogeca. COPA-COGECA, qui représente donc le gros syndicat FNSEA, les coopératives agricoles et les mutuelles et tout ça, qui décident au niveau européen. Et les petits syndicats et les éleveurs, ils sont pas conviés à la négociation. Donc ce seuil, il a été décidé voilà, de manière opaque. C'est 0,1% et c'est pas autre chose. Voilà. Même si le cheptel diminue, bah forcément, si on est à la limite, bah on va le dépasser, quoi. Voilà. Ah oui. Voilà. Et le problème, c'est ça. C'est juste une application des règlements qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour les éleveurs. Voilà. Alors, la question, c'est bah, est-ce qu'on peut faire autrement? Déjà, déjà je rappelle que l'éradication, elle est impossible. On peut juste contrôler la maladie. Parce que comme la bactérie est partout, dans le sol, dans la faune Oui, on sauvage, ne peut pas éradiquer la tuberculose. voilà, ça, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, c'est le mot contrôler. Voilà. Alors, il y a le test interféron qui est pour les vétérinaires avec qui j'ai discuté, qui est un bon test, mais ça dépend comment on l'utilise, quoi, comment on l'interprète. Même les autorités sont d'accord avec le fait de dire comment on interprète ça, quoi, voilà. Parce qu'on a vu en Irlande, du Nord et du Sud, ils interprètent différemment et ça donne des résultats. Voilà, enfin bref, voilà. Il faut discuter de ça entre éleveurs et autorités. Après, l'autre volet de comment on pourrait faire, c'est justement préserver le système immunitaire des animaux. Parce que la tuberculose, que ce soit chez les bovins ou chez la faune sauvage ou chez les humains, la maladie, c'est en fait une interaction entre la bactérie et le système immunitaire de l'hôte, de la personne, de l'individu atteint. C'est-à-dire qu'on peut très bien, si on a un système immunitaire en bonne santé, si on est bien alimenté, porter la bactérie, mais ne jamais tomber malade. C'est ça. Donc il faut préserver l'état du système immunitaire des animaux. Et pour ça, il faut gérer le stress. Alors ça, c'est les élevages intensifs, c'est pas bon parce que plus il y a de vaches entassées dans un bâtiment, plus il y a de stress. Il faut améliorer l'alimentation. Ça a été prouvé, par exemple en Inde, sur des études sur l'alimentation, que lorsqu'on améliore l'alimentation, il y a beaucoup moins de pourcentage de troupeaux infectés. Il faut améliorer les prairies, parce que les prairies, c'est l'alimentation des vaches de plein air, Mm. et ça leur donne donc des minéraux, et ça dépend des sols de prairie. Par exemple, les sols calcaires, ils empêchent l'assimilation du zinc et du magnésium, et les sols acides, ils vont libérer de l'aluminium et des métaux lourds. Donc voilà, il faut travailler sur les prairies en modifiant les- comment dire, Bah, les les plantes fourragères qui sont semées Oui, puis pour les fixer. apports, s'il y a des déséquilibres en zinc ou manganèse ou tout ça. Voilà, et puis compenser donc les carences en zinc, en manganèse, en cuivre, en sélénium et en iode. Parce que ça, l'iode, j'ai regardé, il semble bien que il y a une grande part des troupeaux qui sont en carence d'iode et que les recommandations sont insuffisantes pour avoir un bon taux d'iode suffisant. Parce que l'iode, ça aide à lutter contre les infections. Et aussi en vitamine D, parce que c'est comme les bovins, c'est des mammifères comme nous, et ils ont besoin de vitamine D. Et les seuils recommandés en Europe, ils sont insuffisants Mm. par rapport à ça. Puisque, apparemment, d'après les études scientifiques, il faudra un taux minimum de 80 nanogrammes par millilitre dans le sang, ce qui est le même taux d'ailleurs que pour les humains, mais qui n'est pas, c'est pas ce qui est recommandé par les autorités pour les humains non plus en Europe, hein. Donc, et on pourrait supplémenter, d'ailleurs ça a été essayé, les bovins, donc les animaux domestiques, et même la faune sauvage, en leur mettant des appâts avec de la vitamine D, et ça pourrait améliorer leur résistance à la maladie et donc faire qu'elles en transmettent moins. Voilà. Donc il y a Mm. des pistes. Il y a des pistes pour contrôler cette maladie qui n'est pas éradicable. Voilà. Oui, alors effectivement, là on était là-dessus, je vais rester là-dessus. C'est ce que des vétérinaires ont relevé, qu'il faudrait compenser un peu les déséquilibres qu'il y a dans nos prairies
Bon, alors le problème, c'est qu'on est avec des prix mondialisés et comme on tire sur toutes nos charges, ben c'est vrai que moi le premier, beaucoup on a tendance à diminuer certaines fertilisations ou éléments indispensables à la vie des sols et ça contribue à ça, c'est une, voilà. Et les vétérinaires me disaient aussi, l'apparition de tuberculose, on l'a retrouvée souvent dans des élevages où la nourriture n'était pas au rendez-vous, c'était déséquilibré, ou des animaux mal nourris, en malnutrition, au départ, hein. C'est pas 100%, mais au départ. Et ces élevages-là arrivent à contaminer des troupeaux qui, eux, sont bien nourris. Mm. Oui, contaminés, mais est-ce que ces troupeaux bien nourris font la maladie ou ils vont Ah, juste ressortir positifs à des tests? Parce que s'ils sont bien nourris et s'ils sont en forme, ils vont faire beaucoup moins la maladie, quoi. c'est ça, c'est ça. D'où on revient sur les tests. C'est important ça. Les faux positifs, positifs, négatifs, faux négatifs. Une question qui revient souvent, peut-on améliorer les tests? Parce que tout le monde souhaiterait qu'il y ait un test efficace. Ben, le test, d'après les vétérinaires avec qui j'ai discuté, c'est un bon test, mais tout dépend quel seuil on choisit, quoi. Est-ce qu'on choisit une interprétation sévère ou une interprétation, je ne sais plus Ouais, je vois. l'adjectif qu'ils utilisent. Voilà, ça dépend, parce que quand on décide, par exemple, que une vache qui sort 2 fois ininterprétable à une semaine d'intervalle, ben, une semaine d'intervalle, son état immunitaire, il ne change pas. Donc elle va sortir 2 fois ininterprétable, on la bat. Mais est-ce que, voilà, ça, c'est juste au niveau de l'interprétation des tests. Et alors, Et donc le test, il compare la réaction à la bactérie bovine et à la bactérie aviaire, parce que la bactérie aviaire, ça serait un faux positif. Donc, ça dépend comment on décide de comparer ces deux valeurs, quoi. Voilà, oui, je vois, c'est juste une histoire d'interprétation, quoi. je vois. Et alors, quand les animaux sont abattus, ils sont, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais quand ils décident l'abattage total, ou sélectif, mais qui va s'élargir et ça va finir par l'abattage total. Quand on fait des tests après, où on demande les résultats de l'abattoir, il peut s'avérer qu'il était négatif. Mais là, les vétérinaires au niveau national me répondent oui et non. Parce que même une bête négative qui a été abattue peut avoir des soupçons parce qu'il y a une période d'incubation. Et si elle n'avait pas été abattue, alors on est dans les si, elle aurait déclenché la maladie 6 mois ou un an après. Qu'est-ce que tu réponds à Bon, ça? bah ça, c'est des si, parce que dans les tests, quand ils abattent une vache, ils regardent bien s'il y a des lésions. Oui, S'il y a des micro-lésions et ils font des PCR, c'est-à-dire ils vont chercher le gène de la bactérie dedans. oui, S'ils ne voient pas de lésion du tout, ils vont chercher dans les ganglions. Mais si dans tout ça, ils trouvent que des PCR négatives, je vois pas trop comment on peut dire qu'elle aurait développé la maladie après. En plus, une vache, ça vit pas 50 ans, quoi. non. On peut pas savoir si 6 mois après ou 10 ans après, alors qu'elle a été déjà abattue, elle aurait développé la maladie. Voilà. Le problème, c'est des si, quoi. Oui, voilà, Et parce avec des qu'il si, est bien mis, il est bien mis dans certaines notes scientifiques, j'ai été voir qu'avec cette maladie-là, il y a une période d'incubation. Alors, il joue là-dessus en disant, vous les avez abattus le 1er novembre, mais attention, elle avait rien, mais peut-être que le 15 janvier de l'année d'après, elle aurait déclenché la maladie. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? alors, il y a des études qui ont été faites en Irlande, justement, là-dessus, parce qu'ils ont modifié les seuils et ils ont regardé l'incidence que ça avait sur les troupeaux, justement, sur les bêtes qui puis allaient devenir positives plus tard. Alors, quand on modifie le seuil, c'est-à-dire quand on élève le seuil, c'est-à-dire quand on a fait l'interprétation moins sévère, on a en effet un tout petit peu plus d'animaux, mais très peu, qui vont échapper à l'abattage et qui risquent de devenir positifs plus tard. Mais c'est très peu. Et ils disent que finalement, la différence, elle est pas nette. Et je vous ai montré en Oui, Irlande, la différence oui. entre Irlande du Nord et Irlande du Sud. Le fait de faire abattage sélectif ou abattage total, finalement, sur le contrôle de la maladie, ça n'a pas d'incidence, quoi. Donc c'est vraiment pas clair du tout, quoi. C'est des petites différences qui sont pas significatives, quoi. Voilà. Donc en fait, l'abattage total, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire
que c'est une non-maîtrise de l'être humain par rapport à cette maladie-là. On s'emballe avec un abattage total et qu'on pourrait lever le pied et faire presque que du sélectif. Est-ce qu'on pourrait affirmer ça? Bah, voilà, je vous ai montré, bon, moi je suis pas vétérinaire, c'est pas moi qui va prendre les décisions, je vous ai montré les résultats qu'il y a par exemple dans les élevages de taureaux de combat, où ils font Mm. vraiment du sélectif, mais ils ont le choix parce que c'est pas du tout la même condition économique, ils ont la place, ils peuvent séparer des troupeaux par Oui, exemple. Des troupeaux où il n'y a pas du tout d'animal positif, ils les séparent, ils font reproduire que ces troupeaux-là, et puis les autres troupeaux où il y a un ou deux qui est positif, ils les font pas se reproduire, et petit à petit, ils arrivent à éliminer, à faire baisser l'incidence, quoi. Donc ça marche. Voilà, il y a des moyens de faire marcher. Évidemment, sur des vaches qui sont en élevage intensif ou même qui sont dans le même pré, vous pouvez pas les séparer, quoi. C'est plus compliqué, quoi. Mais voilà, il y a des moyens, quoi. Et puis, je vous ai montré donc l'abattage sélectif, ça, finalement, dans la durée, alors, ça a les mêmes résultats que l'abattage total, quoi. Alors. alors, sachant que le sélectif, bon, et on a du mal à tout dire parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire comme ça, parce que ça peut paraître comme ça la solution à tout. On dit, bah oui, on sélectionne ceux qui sont potentiellement atteints de la tuberculose et on abat que ceux-là. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que si il appartiennent à la même lignée, il abatte la lignée de la vache, c'est-à-dire ses descendants. Il y a l'âge aussi. Le protocole, il est plus large que ce qu'on veut bien le dire, hein. Bon, alors moi, je connais pas les détails précis du protocole, mais c'est vrai que les histoires qu'on m'a racontées, c'est des éleveurs qui sont soumis à des stress, quoi, parce que sans arrêt, ils sont sans arrêt, quoi. Ouais. Et ils dorment pas la nuit parce qu'ils savent jamais si on va pas leur abattre une vache, deux vaches, 10 vaches, tout le C'est troupeau. Enfin, ça, voilà, c'est ça. et ça dure des années, quoi. C'est invivable, quoi. Mm. Mm. Le problème du sélectif, Alors des c'est fois, que c'est, oui, c'est invivable. Oui. Mm. voilà, donc il y a des vétérinaires qui disent, bah, des fois, quand il y a un troupeau qui est pourri, parce ils emploient ce mot-là, troupeau pourri, il vaut mieux tout abattre parce que, bah, voilà, parce que de toute façon, ça risque plus d'être tous contaminés. Puis pour l'éleveur aussi, c'est dur, mais au moins après, il peut recommencer à zéro. Sauf que pour recommencer à zéro avec une maladie qui n'est pas éradicable, ça peut être aussi recommencer le même stress à zéro, quoi. Enfin voilà, c'est Ah oui, compliqué, oui, quoi. il y en a qui l'ont eu, qu'on fait abattre, alors deux fois sûr, et je crois j'ai un endroit, c'est trois fois. Bah oui, parce que Il a dû l'avoir trois fois. voilà, parce que si ça reste dans l'environnement, bah alors évidemment, il y a des désinfections et tout, mais on ne peut pas tout désinfecter. On Non, ne peut pas désinfecter les champs, on ne peut pas non. désinfecter la zone sauvage. Voilà, donc c'est infernal, quoi, ce Ben truc-là. là, C'est vraiment un gros problème. on arrive à la limite du système et de la cohérence de ce que peuvent décider les autorités avec la réalité du terrain. Et on n'a pas parlé vaccination, mais ça se vaccine pour la tuberculose, hein. Alors, non, donc chez les bovins, non, Bon, je reviens à la tuberculose humaine, hein. Il y a eu le BCG, mais il y a eu une grande étude en Inde qui a montré de façon très claire qu'en fait, ça diminuait pas l'incidence de la vaccination et même ça pouvait même l'augmenter. Aux États-Unis, le BCG, il n'a jamais été obligatoire parce qu'ils ont fait des tests sur les prisonniers et sur les Indiens et ils ont vu que ça aggravait les lésions plutôt que l'inverse. Donc chez les humains, ça marche pas. Vous avez vu que chez les blaireaux, bah, des fois, il y a des blaireaux, quand ils sont déjà infectés, qu'on les vaccine, bah, ça aggrave les lésions. Alors, chez d'autres animaux, ça peut les diminuer, hein, chez les cerfs, voilà. Donc, c'est vraiment un problème parce que, comme je vous l'ai dit, cette maladie, c'est une interaction entre le système immunitaire et la bactérie. Et comme la vaccination, c'est une bactérie atténuée, le BCG, c'est une bactérie atténuée en laboratoire, bah, ça va quand même stimuler le système immunitaire. Et donc, chez certaines personnes, eh ben, ça va leur donner la maladie ou aggraver des lésions qu'elles avaient déjà, qui étaient Oui. silencieuses, vous voyez. Et chez certains animaux aussi, donc c'est pas du tout une solution, quoi. D'ailleurs, je crois qu'en Angleterre, ils ont arrêté de vacciner et parce que ça marchait pas. Ils ont arrêté d'abattre les blaireaux aussi. Ça, je vous ai pas parlé, l'abattage des blaireaux, Oui, il parce y avait que eu des problèmes en Angleterre, il était dépassé par la tuberculose. voilà, parce que ils se sont mis à abattre et puis en fait, ils se sont aperçus quand il y avait un abattage un peu sauvage, c'est-à-dire que tout le monde se mettait à tirer sur les blaireaux, bah, les blaireaux s'affolaient, et puis du coup, ils sortaient beaucoup plus de leur terrier, et puis ils contaminaient beaucoup plus les bovins, quoi. Voilà. Enfin, tout ça, c'est pas des solutions, quoi. Parce que quand une bactérie, elle est partout, on peut pas l'éradiquer, quoi.
Et alors on est sur la tuberculose, on est bien d'accord. Le lait, si c'est un troupeau laitier, le lait est stérilisé, il n'y a pas de danger à l'homme. La Et viande dans même les pasteuri, abattoirs, même, alors ça, la viande, ils regardent, ça arrive qu'il y ait une partie de la carcasse qui soit détruite, mais pas forcément la bête et la viande peut être consommable. Ils l'analysent, ça. bon, alors pour le lait, donc c'est pasteurisé, ça suffit, hein, même pas stérilisé. Pasteurisé, c'est à moins haute température, hein. Oui. Alors pour la viande, oui, ils font des contrôles dans les abattages. Alors je sais pas dans le détail, je peux pas vous dire, j'ai pas étudié ça précisément, mais oui, ils contrôlent ce qui est, ce qui est Oui, contaminé. elle peut être détruite, elle peut être non consommée, mais elle peut être consommée aussi. Bon, bah voilà, Apparemment, ça, ça j'ai pas dépend des vérifié. lésions. Moi, c'est ce que m'ont dit les vétérinaires. Voilà, Elle n'est pas voilà, systématiquement consommable, mais elle peut l'être. oui, oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est une maladie qui est très vieille, qui existe en Europe et dans les pays dans le monde. Et en fait, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que bah, les décisions qu'ils ont prises, les autorités européennes et françaises, avec de l'abattage total et sélectif, c'est pour diminuer ce fameux 0,1% là. On ne sait pas par qui a été mis ce taux-là, de 0,1%. Mais on ne pourra pas éradiquer la tuberculose. Ça, on peut Ah le bah, dire, ça. ah bah oui, c'est impossible puisque la bactérie, elle est partout. On va pas mettre de la chaux et de l'eau de Javel dans toutes les prairies, tuer tous les blaireaux, tous les sangliers, tous les cerfs, et puis les renards, et je sais pas encore quels animaux. Voilà, c'est impossible. Et puis en plus, elle passe aussi chez l'homme, donc voilà, c'est impossible. C'est impossible à éradiquer. On peut Donc, juste la contrôler. on est face à une maladie sournoise quelque part, sème la terreur chez les éleveurs, hein. Oui, oui, c'est sûr. C'est très compliqué de gérer cette maladie-là, hein. Voilà, c'est compliqué et il faudrait qu'il y ait plus de discussions entre les éleveurs, les petits syndicats et les autorités, quoi, que ça soit pas géré comme ça de manière brutale, que les éleveurs ils reçoivent une décision comme ça, demain on vient abattre votre troupeau. Voilà, il faudrait qu'il y ait plus de discussions et puis en concertation, par exemple, dans une région, quoi, entre les éleveurs de la région pour discuter des risques réels. Voilà, quoi. Enfin, moi, je suis Ah, pas, ouais. j'ai pas de solution miracle, hein. Non, il n'y a J'ai pas de solution juste miracle. rappelé que fortifier le système immunitaire des animaux, ça devrait être fait parce qu'en plus, ça permet de lutter contre toutes les infections. C'est pas seulement la Oui, tuberculose. c'est pas que tu veux fortifier Voilà, la résistance immunitaire des animaux. voilà, voilà. Et ça, Ouais, et un troupeau qui aurait la tuberculose, mais qui a une bonne immunité, eh bien, il va pas forcément euh, mettre dégager la maladie chez les voisins. Il va pas voilà, forcément transmettre la maladie à ses voisins. voilà. Après, voilà, et transmettre la maladie directement. Si les troupeaux sont pas mélangés, on voit pas trop comment ça peut se faire. Ça peut passer par la faune sauvage, je sais pas. Enfin voilà, Par la faune sauvage. ou la bactérie qui résiste dans le sol voilà. Donc il faut entretenir les prairies. Il faut peut-être aussi supplémenter la faune sauvage si c'est possible. Il y a Voilà. le problème qu'on n'a pas parlé, c'est quand un cheptel, s'il a été contaminé par un autre cheptel et que ce cheptel est en bonne santé, cet éleveur obligatoirement va faire des mouvements d'animaux, pas qu'à l'abattoir. Il peut vendre des taureaux reproducteurs, il peut vendre des génisses, et c'est par ces transactions-là qu'on peut supposer qu'il va contaminer quelqu'un d'autre. C'est là qu'il est Voilà, le problème. c'est pour ça que dans la réglementation, là, ce que je vous ai mis, c'est qu'il y a un contrôle des mouvements d'animaux. Dès qu'il y a une suspicion, voilà, avant l'abattage total, là, sur le graphique historique que je vous ai mis, il y avait ce qui a fait vraiment diminuer l'incidence, c'est de contrôler les mouvements d'animaux, c'est-à-dire d'empêcher quand il y avait une suspicion qu'il y ait des ventes d'animaux et des mouvements d'animaux. Ça, c'est vraiment important, quoi. Hmm. Oui, voilà, Ah c'est oui, là-dessus qu'il faut jouer, quoi. oui. Oui, en fait, c'est pour contrôler la maladie, quoi. Voilà, pour contrôler la diffusion, quoi. La diffusion de la maladie, oui. Et la diffusion par les mouvements d'animaux, parce que c'est pareil pour toutes les autres maladies, hein. La dermatose nodulaire, c'est pareil, ça se diffuse surtout par des mouvements d'animaux, commerciaux, quoi.
commerciaux. C'est pas parce que la dermatose nodulaire, c'est une maladie vectorielle qui est transmise par les insectes, mais c'est des insectes qui se déplacent très peu, quoi. Donc les mouvements, la diffusion à grande distance, c'est les transports d'animaux pour but commercial, voilà. Et Ouais. c'est pareil pour la tuberculose, quoi. Oui, bah d'où la pression de la FNSEA ou du COPA-COGECA au niveau européen, d'où la pression sur les ministres, hein, quels qu'ils soient, italiens, français ou autres, c'est par rapport à l'exportation. Les 1 300 000 bovins qu'on exporte, broutard, beaucoup, animaux vivants, Italie, mais pas qu'Italie, Italie, Espagne, Maroc, Grèce, euh, et c'est pour ça que le syndicat mettait la pression. Et à mon avis, le taux des 0,1%, il est lié au business de l'exportation. Oui, bon, après, en France, à l'intérieur d'un pays, s'il y a un topeau qui est contaminé, on ne peut pas vendre le produit laitier non plus, voilà. Non, on est Il d'accord. y a ça. Mais Mais le gros, c'est l'exportation de bovins vivants, oui. bien Voilà. sûr, mais Ça, entre le moment, c'est toujours pareil, Hélène, entre le moment où quelqu'un n'a plus le droit de vendre ses animaux parce qu'on a détecté un animal, on soupçonne, il est douteux à la tuberculose, si on l'a détecté le lundi, l'agriculteur, 8 jours avant, la semaine d'avant, il a peut-être vendu des animaux ou 15 jours avant. Et donc, oui, oui, oui. c'est complexe, Oui, oui. Et c'est sûr que la diffusion à grande distance, c'est dû au commerce international. C'est pour ça qu'il faut, bien sûr. si on regarde l'agriculture au niveau général, comment elle devrait évoluer, ben, ça serait relocalisé, quoi. Parce que si les régions sont autosuffisantes, enfin autonomes en production, ben, il n'y a pas besoin d'aller Non. emballer des mots à l'autre bout de la planète ou voilà quoi, ou même de région en région quoi. L'agriculture intégrée avec la polyculture, enfin comme il y avait avant quoi. Comme il y avait avant. Euh, c'est- voilà, Justement, c'est ce que, oui, la c'est relocalisation, quand on dit les circuits courts, enfin circuit court, c'est un bien grand mot, mais relocaliser à l'échelon des territoires d'un département ou même d'une région, mais relocaliser, on coche toutes les cases. Au niveau environnement, le coût du transport, l'impact sur la planète, rémunérer les paysans avec un prix de souveraineté nationale territorialisé. Et là, en plus, on répond au problème des maladies, hein. Enfin, voilà. on répond à une partie du problème des maladies. Voilà, parce que la grosse partie, c'est les transports d'animaux. Ah oui, je suis Voilà. d'accord. Et aussi intégration de l'agriculture, c'est-à-dire utilisation des déchets, enfin des déjections pour refertiliser les sols. Ça, c'est aussi important, quoi. Plutôt que de faire des élevages intensifs dans certaines régions et puis les déchets, enfin, les déjections, elles polluent les sols, ben là, elles les fertilisent, quoi. Si on Oui. fait de la polie, voilà. Donc Ça veut pas dire qu'il faut. l'amélioration de ces crises sanitaires à répétition qui obligent les éleveurs à abattre leurs troupeaux passe par une réflexion globale politique du changement de modèle agricole et d'aller, bah, comme nous on le demande Voilà, souvent, vers un modèle agricole avec une agriculture moins industrialisée. voilà, moins productiviste, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est parce qu'on a poussé au productivisme, hein. Depuis la loi de l'élevage de 1966, on a décidé qu'il fallait que la France exporte, que l'agriculture soit productiviste pour exporter. Voilà. On a privilégié donc certaines filières pour l'exportation et pas l'agriculture, pas l'autonomie alimentaire, quoi. Voilà. Donc Et- je sais pas si tu connais le livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines du collectif L'Atelier Paysan. oui, j'en ai entendu Ils ont- parler, mais je ne l'ai pas ils- lu. voilà, il parle des machines et puis du fait, enfin de tout ça, quoi. Il parle de tout ça. Bon, Donc ils ont des solutions. le titre du livre, c'est Reprendre. Reprendre la terre aux machines. Oui, c'est ça. C'est chez Seuil et l'auteur, c'est un collectif, l'Atelier Paysan. Je crois que c'est breton ou je sais pas trop d'où. Voilà. Et eux, ils font des formations donc pour apprendre aux agriculteurs et aux éleveurs à concevoir à utiliser des machines simples, qui ne doivent pas être dépendants de la grosse industrie des tracteurs internationaux avec des prêts à 200 000 euros. Voilà. C'est ça, Je c'est ça. pense qu'il y a ça c'est important aussi, quoi. C'est ça. Non, mais tout est lié parce que le fait qu'on a choisi à partir des années 60, tout doucement, puis ça a accéléré à partir des années 80, un modèle à aller à l'exportation sur les marchés mondiaux avec des groupes comme le groupe Avril et d'autres, hein.
Et à partir de là, on a été obligé de se coller sur un prix mondialisé pour se placer sur les marchés et dépendre de la demande des autres. Et en boomerang, on a appauvri nos paysans. Donc nos paysans, comme ils sont sur un prix mondialisé, bah, ils tirent partout où ils peuvent tirer, ils tirent sur la main-d'œuvre. Donc ils devraient avoir du personnel, ils peuvent pas se le payer. Ils font 80 heures, 100 heures semaine. Ils font travailler les parents. La terre, ben, elle n'est pas nourrie comme elle devrait l'être, parce qu'on tire sur les amendements, on tire partout, on concentre les animaux dans des grands élevages pour mettre une unité de travailleurs avec des centaines d'animaux, parce qu'il faut répondre au prix mondialisé, et on voit où ça nous conduit. Voilà. Voilà, bon, bah, tout ça, c'est bien expliqué aussi Eh ben oui. dans ce livre. Et puis aussi, moi, j'ai assisté, parce que j'étais en Haute-Loire, à une conférence de Laurent Barre. Donc, Laurent Barre, il est éleveur et ingénieur agricole. Il avait fait une interview vidéo et papier sur France Soir au niveau au début de la DNC. Et lui, il a préparé toute une conférence avec leur collectif Réflexion citoyenne de Chambon-sur-Lignon sur l'état de l'agriculture. C'est super intéressant. Il a vraiment fouillé beaucoup là-dessus et il donne, voilà. J'espère que peut-être il faudrait que tu l'invites ou Oui, alors elle est oui. assez longue Alors sa lui, c'est conférence, Laurent mais il y a tout dedans. Bard. BARD. Voilà. Et donc, il a toute une. Lui, il est éleveur bio en plein air intégral, donc en Oui, oui, Haute-Loire. dans le 43, oui. Voilà. Et donc, il connaît bien parce qu'il est ingénieur agricole. Avant, il était spécialisé en insémination artificielle. Donc, pendant 20 ans, ou quoi, il a travaillé dans le monde entier avec voilà, l'insémination artificielle. Donc, il connaît bien l'état de l'élevage dans le monde entier. Et puis, voilà, le terrain aussi, puisqu'il le pratique aussi, lui. Très bien. Et voilà, c'est intéressant. Il a un peu la même vision que toi sur l'agriculture, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Revenir sur des prix. Et en plus, si on revient sur des prix de souveraineté nationale, on va conserver les emplois sur les territoires non délocalisables. On va ramener des travailleurs dans la machine économique parce que là, on fait fondre les agriculteurs, mais c'est pas seulement les agriculteurs qui sont en train de fondre, hein. On était plusieurs millions. Il y avait 6 millions de paysans, hein, au XVIIIe siècle. Alors, je dis pas qu'il faut 6 millions de paysans, hein, mais 400 000, on n'est pas assez. Et donc, on va détruire le tissu autour de nous, hein. Le tissu, les industries, alors bon, forcément, ils fusionnent, hein. Les coopératives, ils sont dans la fusion-absorption en permanence, mais ça va pas créer un modèle vertueux, ça. Ça va pas ramener du monde dans les campagnes, ça. Et en plus, l'Europe, dans ses récents rapports, elle souligne bien que l'élevage extensif, c'est indispensable à la Ah préservation des oui, territoires, quoi. je suis Parce que d'accord. le territoire, il a été formé par l'élevage, par l'agriculture. Donc, on ne peut Oui, pas comme ça faire disparaître d'un coup. Bon, ça préserve des feux de forêt, mais pas que, quoi. pas que, pas que, Voilà, pas que. c'est pas que ça, quoi, hein. Polyculture élevage, de l'élevage avec replanter des haies autour des Voilà. parcelles et même au milieu des parcelles, on peut les mettre en ligne maintenant pour pas qu'elles dérangent le matériel. Ramener ramener des feuillus pour ramener de la fraîcheur, de l'ombre et tout, et des animaux. Et là, parce qu'en fait, le schéma qui s'est passé chez nous, mais pas que chez nous, hein, en Hollande ou ailleurs, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, le modèle agricole, bah, comme l'industrie, ils ont concentré les fermes intensives, c'est le cas de la Bretagne, hein, ils les ont concentrées dans des zones où les infrastructures autoroutières ou par les mers, on peut aller, on est proche des ports pour optimiser tout ça. C'est une Oui, optimisation pour l'économie financiarisée. C'est pas adapté au territoire et aux régions en disant il y a besoin d'animaux dans la Creuse, dans l'Ariège, partout. Non, c'est optimiser un modèle économique pour aller sur les marchés mondiaux. Bah oui, mais la nature, elle répond pas à ça, elle. non, non, mais c'est sûr, c'était Tatiana Aventos qui expliquait ça. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, 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 Voilà, je sais qui c'est. en fait, ils ont décidé de catégoriser chaque région. Chaque région sera dévouée dédiée à tel type de production C'est agricole. ça. Voilà. Mais C'est ça. voilà. Et Oui, surtout, voilà, la spécialisation des régions. spécialisation par département. Un département, il va avoir un potentiel pour des blés, des maïs. Lui, il va faire ça à fond, monoculture. Toi, tu fais ça. L'autre région, et puis ben, les régions qui sont pauvres, oh ben, elles vont rester en friche ou il va pousser des forêts. Là, tout le monde s'en fout, là. Et c'est pareil
pour les élevages de volailles, hein. Il y a, Oui, voilà, par exemple, les canards, ils sont concentrés dans le sud-ouest ou dans oui, l'ouest, et c'est là qu'il y a les épidémies dues, en fait, quoi, qui sont, la grippe aviaire, son origine, c'est des élevages intensifs de Chine, quoi. Le virus de la grippe aviaire, il est sorti, il a été créé dans des élevages intensifs, il a évolué dans les élevages intensifs. Donc c'est, voilà, parce que on décide que telle région sera dédiée à tel, c'est ça, c'est ça, c'est ça. à telle Alors, production. alors que l'agriculture, elle est diverse, faut tous les modèles agricoles représentés dans les régions, dans tous les départements. Et s'il y a une épidémie, justement, en Pays de la Loire ou en Bretagne ou en Aquitaine, eh bien, c'est pas toute la France qui est paralysée. Parce que si on met tous les hors-sols en Bretagne, le jour où ils ont une épidémie et que toute la Bretagne est touchée, on fait comment? S'il n'y a pas d'autre Bah élevage oui, ailleurs? ça c'est sûr que là, pour, pour l'instant, par exemple, la dermatose, c'était des régions où il n'y avait pas beaucoup d'élevage. Ils se Exact. sont permis comme ça de faire des abattages totaux, mais si c'était dans l'Ouest où il y a la plus grosse proportion du cheptel français, là, ça serait Voilà. autre Si chose, la quoi, hein. DNC était dans le 35, dans l'île-et-Vilaine, ils font comment? Ouais, ouais. Bah ouais. Dans des départements laitiers comme ça, où les fermes elles sont toutes à touche, il y a 100 Mm, vaches dans toutes les fermes presque. On fait comment là? mm. Non, mais c'est pour ça que je pense que nos décideurs, encore une fois, qui mettent des taux comme 0,1%, enfin qui prennent des décisions, on se demande comment ils les ont pris, sur quelle base et quels projets ils ont à long moyen terme pour l'humanité, parce que là on parlait de la tuberculose, on a parlé des animaux, mais souvent on oublie l'alimentation, c'est la santé. Bah oui, c'est sûr, hein. C'est l'alimentation humaine qui est en jeu, là. Voilà. Quand on voit que on risque de manger de la viande brésilienne ou argentine où ils sont élevés dans des champs, enfin c'est même pas des champs, c'est des espèces de, de grandes étendues avec rien, et puis on leur donne, Oui. ils sont enfermés dans des cages et on leur donne de la nourriture industrielle avec des camions, ça va pas avoir le même goût et le même apport en nutriments pour nous, ça c'est sûr, hein. Non, non. Là c'est la dérive de l'homme au service de la finance. Bah c'est ça, oui. Donc ça, il faudrait que une masse de la population prenne conscience de ça, mais bon, elle a bien d'autres problèmes. Mais on va dire, Oui, elle a elle a bien bien d'autres d'autres problèmes, mais problèmes. en même temps, le plus gros problème, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, bah, on rogne sur les achats alimentaires, et l'alimentation, c'est comme la base de tout, quand même. Oui, Donc voilà, c'est quand même, tout ça, c'est lié, quoi. Mais bon, les gens, ils voient d'abord, c'est vrai, le prix de l'essence, parce c'est que ça, c'est plus net quand on, quand on fait son plein que ça augmente, quoi. L'alimentation, bah, ça augmente pas forcément, mais c'est la qualité qui se dégrade, quoi. tout à fait. Très bien, ben merci Hélène. Est-ce que tu as un mot de conclusion, un mot de la fin? Bah, je répéterai simplement fois, si on s'occupe de la santé des humains et des animaux au niveau global et pas au niveau de la de faire enfin, de viser à chaque fois un pathogène, un virus, une bactérie avec une vaccination, bah, on va avoir un système immunitaire qui va être capable de résister à tout plein d'autres maladies, quoi. Voilà, c'est le même problème que ce soit chez les animaux ou les humains, hein. Oui, oui, Mais ça rapporte pas à l'industrie chimique, ça c'est sûr, hein, de complémenter en zinc, en magnésium, en iode et en ah vitamine D. ben, l'industrie chimique et puis après pour les vaccins. Alors il y a des vaccins qui peuvent être utiles, voilà. On en a eu par le passé. Après, quand ils sont inutiles, ben, ils rapportent à l'industrie pharmaceutique. Eux, ils vont pas Voilà. s'en plaindre. Bon, après, les vaccins animaux, pour l'instant, par exemple, le vaccin dermatose nodulaire, il rapporte pas tellement parce qu'ils écoute, par contre, voilà, là, mais ils vont développer les vaccins ARN parce que justement, pour les animaux, parce ils ont beaucoup investi là-dedans et qu'il y a quand même une résistance chez les populations humaines. Donc là, on a vu sortir récemment un nouveau, enfin, annoncer un nouveau produit anticancéreux Moderna qui a fait remonter les cours en 24 heures de Moderna qui était au ras des pâquerettes, qui les a fait exploser, quoi. Et c'est donc une opération de bourse, quoi. Donc un ARN anticancéreux. Bon, voilà, et pour les humains, et puis aussi les ARN pour les animaux domestiques, mais surtout les animaux de compagnie, quoi. Les chiens, les chats, voilà, il va y avoir. Parce que ça, c'est un supermarché aussi, hein, c'est un gros Oui, marché. oui, oui, Voilà, oui. voilà. Alors Parce donc que les vaccins ARN, là par contre, faut qu'on soit prudent là. voilà, pour les animaux d'élevage,
Alors, il y a aux États-Unis pour les cochons, il y a des vaccins. En France, en France, ça commence pour les chiens et les chats, mais pour l'instant, pour les bovins, il y en a qui sont en développement, mais il n'y en a pas, quoi. Et Parce pour les que, canards? Et pour les canards, non? alors, pour les canards, oui, donc là, ça, j'en avais parlé, pour la grippe aviaire, les canards des élevages de plus de 250 animaux en France, ils sont obligatoirement vaccinés contre la grippe aviaire. Plus de deux cent Alors, cinquante animaux. voilà. En dessous, c'est pas obligatoire. Et donc, ils sont vaccinés soit avec un vaccin ARN, soit avec un vaccin classique. Donc, voilà. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, les éleveurs, s'ils sont conscients du problème, ils peuvent choisir de ne pas prendre le vaccin ARN, de prendre l'autre vaccin. Ah d'accord, ils sont pas obligés d'accepter l'ARN. Et Voilà. là, c'est important ce que tu viens de dire, plus de 250. Ça veut dire que les petits élevages ne sont pas obligés de vacciner. Voilà, ils sont pas obligés, les petits élevages. Voilà. Et donc, voilà, ça serait bien que les éleveurs soient conscients et qu'ils demandent à avoir le vaccin non ARN, si c'est obligatoire, Hmm. pour pas risquer de contaminer la viande. Voilà. Voilà, parce Mais qu'il y pour a un l'instant, risque. je répète, pour les bovins, pour la viande bovine, il n'y a pas de vaccin ARN. Non. Le vaccin DNC, il n'est pas dangereux pour l'homme. Donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter de manger de la Non, non, viande, quoi. non, non, Surtout non, pas, faut pas parce que déjà s'arrêter de que les manger de la éleveurs viande. Bien sûr, sont en mauvais état financier, il faut les soutenir. Au contraire, il faut manger de la bien sûr, viande. bien sûr. Et puis, quand vous mangez de la viande au restaurant, bah, demandez d'où elle vient, la viande. Oui. Parce que je pense que les gens, ils ne demandent pas assez, quoi. Parce que s'ils demandaient à chaque fois, ah bon, elle vient pas de France, mais moi, je préférerais manger de la viande de France puis de la viande locale. Ben, peut-être que les restaurateurs, il y en a certains qui sont conscients, hein, parce que moi, je demande à chaque fois, et qui font gaffe à acheter de la viande locale, mais la plupart, ils vont demander à la cuisine, oh, elle vient d'Allemagne ou elle vient aux Pays-Bas. Ouais, mais donc ça Oui, veut dire c'est une vieille. européenne, ils nous disent souvent. Dire, quand elle Voilà. n'est pas française, elle est de l'Irlande ou de l'Allemagne ou de Voilà. la C'est Hollande. des vieilles vaches laitières de réforme, quoi. Et Oui, franchement, c'est ça. c'est pas bon, hein. Enfin, moi, j'ai goûté, c'est pas bon. Voilà. Et donc là, non, non, faut pas faire peur aux gens. C'est sûr, dans la viande bovine, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas des vaccins ARN. Et après, dans le débat qu'on avait eu une fois avec Jean-Marc Sabatier, quand c'est des vaccins ARN comme ça peut être sur les canards, si la viande est bien cuite, ça tue, ça élimine tout danger aussi. C'est ça? Voilà. Alors Jean-Marc, il dit que théoriquement, il y a des ARN qui pourraient résister à telle température. Mais bon, tout ça, c'est de la théorie. C'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait des tests qui soient faits. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des tests qui soient faits. Eux, elles négligent tout ça, elles disent non, il n'y a pas de problème. Mais ça serait bien qu'il y ait des tests qui soient faits pour voir Oui, parce que à si quelle c'est bien cuit, température. tout est brûlé. Si c'est bien cuit, Voilà. tout est brûlé. Voilà. Mais comme c'est des ARN modifiés, ils peuvent être résistants. Mais Alors après, Jean-Marc a peut-être pas tous les torts, peut-être qu'il y en a certains qui arrivent à passer, faut le savoir, hein. voilà. Mais pour ça, faudrait faire des tests. Ah On oui? peut pas avoir une réponse Non. péremptoire si on n'a pas fait les tests. Ah non, là on est dans des débats très pointus, hein. Faut être Voilà. sûr de ce qu'on dit, hein. Mais c'est sûr que de l'autre côté, si vous mangez de la viande, du magret de canard, pas cuit, enfin le magret de canard, ça se mange pas cuit, et que vous n'avez pas vérifié que l'éleveur, il a demandé le vaccin classique et pas le vaccin ARN, bah, il y a un risque, voilà. Voilà, Il il y y a un a un risque. risque, mais on peut pas prouver Voilà, que c'est... Voilà. voilà, on ne sait pas lequel risque parce qu'on ne l'a pas testé. Non, bah non, on sait pas. Voilà, le truc, c'est que les autorités refusent d'en parler, quoi. Disent non, il n'y a pas de problème. Alors que c'est leur travail. Voilà, comme c'est un produit génique, normalement, il devrait y avoir des tests qui soient faits. Très bien, très bien. Eh ben, écoute, Hélène, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On essaye de dégrossir parce que c'est des maladies complexes. Il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces maladies sanitaires qui ravagent quand même nos élevages et qui déstabilisent les éleveurs français, pas que français, hein, parce que j'avais été voir, j'avais vu que dans les Balkans, c'est tous les éleveurs hein, qui sont chahutés hein, quand il y a des trucs comme ça. Mm. Oui, ben là, on a vu, c'est en Espagne, en Italie, en France. Bon, en Suisse, il n'y a pas eu de cas, mais ils ont eu la vaccination aussi, quoi. Et ça serait bien que tous les éleveurs se joignent leurs efforts pour demander justement à modifier les réglementations et à discuter au moins avec les autorités, Oui, quoi. Et pas que les gros syndicats qui décident pour eux, quoi. oui, les changer de catégorie, pas mettre l'épouvantail et mettre toutes les en catégorie A, quoi. Parce que la DNC en catégorie A, là, moi, j'ai pas compris. Bon, C'est pas dangereux pour l'homme. mais vous voyez aussi il y a des décisions qui sont prises au niveau des États, puisque l'Europe, elle ne demande pas une vaccination
D'abord, elles ne demandent Ben pas une oui, vaccination et elles ne demandent pas une vaccination à 100%. Et non. les États, eux, ils décident la vaccination et ils disent c'est 100%, voilà. Donc, il n'y a pas que l'Europe, hein, c'est aussi les États, quoi. Et Ah les oui, États, parce ils que sont, là, c'est le cas de la France, l'Espagne et l'Italie. voilà, les En États, fait, ils sont, ils ont surréglementé, ils ont été au-dessus de l'Europe. voilà, et c'est pareil parce qu'ils sont soumis au même lobby que l'Europe, quoi. Les gros Ah, bien sûr. syndicats, les gros exportateurs, voilà. Donc, il ne faut pas toujours tout cracher sur l'Europe. Il y a aussi ces lobbies-là, ils sont aussi là actifs au niveau national, hein. Tout à fait. Voilà. On partage le même point de vue. Ben écoute, Voilà. merci beaucoup Hélène, et puis à bientôt, on aura bien d'autres sujets parce que l'actualité elle bouge. Oui. Eh ben Ouais. merci et à bientôt. Merci. À Merci. bientôt. Merci.